Et donc, passons au plat du jour, en tout cas, le joueur qui va nous faire le plus débattre, je pense, peut-être. Passons à Demar DeRozan, si tu veux bien. Donc, Demar DeRozan, 10 saisons sur la décennie. C'est bien ça, sa plus grande qualité. Non, je rigole. Tu vois, t'es un peu... Une chance sur deux pour que je coupe au montage et que j'assume pas. Donc 10 saisons sur la décennie, 21 points de moyenne sur la décennie, 35 minutes de jeu par match, c'est quand même plutôt pas mal également, 26 000 minutes en tout, 26 300, c'est le troisième total de la décennie, donc top 3, 743 matchs, c'est quatrième aussi également sur cette décennie. 4 fois All-Star pour DeRozan sur la décennie qui nous intéresse, et même 2 fois All-NBA, hein, une All-NBA deuxième team en 2018 et une troisième team en 2017. Et puis voilà pour le palmarès sur cette décennie. Au niveau des comparaisons de draft, NBADraft.net à l'époque, donc avant la draft, hein, je rappelle, leur comparaison c'était Vince Carter. Je me souviens. Voilà, on n'aurait pas pu... voilà, il tombait à Toronto, c'est bien tombé, mais c'était pas pour ça. On peut quand même leur donner ce crédit-là. Draft Express, leur meilleur scénario possible pour eux, c'était Josh Howard, donc celui des Mavs, hein, c'est ça? Ouais. Et le pire, c'était Rodney Carney. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Ah oui, ça me parle. C'est genre très athlétique et puis c'est un peu tout, mais qui a fait pas mal d'années, je crois, dans la ligue. Mais juste pour défendre un peu NBA Draft, même si c'est pas les plus pertinents, dans mon souvenir, la comparaison avec Vince Carter, c'est plutôt de quand il était lycéen, DeRozan. C'est pour ça, et qui était à ce moment, il était vraiment, enfin, peut-être pas par tout le monde, mais il était vu comme le lycéen numéro 1. Et à 95% à cause de ses qualités athlétiques. Et c'est vrai que par la suite, à USC, c'est plutôt son tir à mi-distance qui aurait été mis en valeur, d'où les comparaisons un peu différentes avec Josh Howard, qui est plutôt un joueur de mi-distance, effectivement. Ouais. Quoi. Effectivement. Et donc, au niveau des surnoms basketball référence, il n'y en a qu'un, c'est Dibo. Voilà, moi, j'ai jamais entendu appeler Dibo. Je crois que c'est quand ses parents qui l'appellent, ou c'est sa grand-mère qui l'appelle comme ça, je crois. Peut-être. Mais en tout cas, si on ne l'a jamais entendu être appelé comme ça, c'est qu'effectivement, c'est un vrai surnom basketball référence. Donc son parcours, il a 21 ans au début de notre décennie, puisque c'est le 9e pick de la draft 2009. Donc après une petite saison rookie, il est en forme pour notre période. Donc 2011, déjà 35 minutes de jeu par match et titulaire, 17 points de moyenne pour DeRozan cette année-là. Évidemment, pas de playoff, hein, Toronto. En début de décennie, en tout cas, c'était pas les mêmes standards qu'aujourd'hui. 2012, toujours 35 minutes de jeu par match et toujours 17 points. Pas de playoff non plus. 2013, 36 minutes de jeu par match, 18 points de moyenne cette saison-là. Pas de playoff non plus. Même si Kyle Lowry arrive, donc ça va aller mieux. 2014, ça y est, ça fait les playoffs. 22 points par match pour DeRozan, donc il y a un petit step-up de ce côté-là. 22 points par match en moyenne, 4 assists. Et en playoff, ça tombe contre Brooklyn au premier tour, avec non pas j'allais dire un buzzer, non, un contre-clutch de Paul Pierce au match 7 de cette série au premier tour contre les Nets. Bref, 2015, 20 points de moyenne par match pour DeRozan. En playoff, ça tombe contre Washington, malheureusement, au premier tour. C'était un peu une déception, hein, parce que les Raptors faisaient une très grosse saison régulière et ça s'est un peu écroulé en playoff au tout premier tour. 2016, 23 points par match pour DeRozan, ça monte encore. En playoff, éliminé contre Cleveland en finale de conférence. La finale de conférence pour Toronto qui était tant désirée. 2017, 27 points par match pour notre ami DeRozan. En playoff, ça tombe contre Cleveland au deuxième tour. Attention, il y a un thème. 2018, 23 points par match pour DeRozan. En playoff, ça tombe encore une fois contre Cleveland au deuxième tour. J'avais prévenu, il y avait un thème. Et puis donc, été 2018, le fameux échange contre Kawhi Leonard. Une nouvelle ère pour les deux franchises, hein, du coup. Et donc, DeRozan va à San Antonio. 21 points de moyenne chez les Spurs. 6 assists également. En playoff, ça tombe contre Denver au premier tour. Le Denver des jeunes Nikola Jokic, Jamal Murray, etc. Et puis 2020, la dernière année de la décennie, il est toujours à 22 points de moyenne et toujours à plus de 5 passes de moyenne par match. Mais malheureusement, pas de playoff pour les Spurs pour la première fois depuis 45 ans à peu près, hein, depuis la draft de Tim Duncan. Et donc voilà pour la décennie de Demar DeRozan. Donc j'ai compris quand même qu'on allait avoir des choses à dire et que les classements ne vont pas être tout à fait pareils. Et effectivement, pour te lancer, en fait, tout dépend surtout de comment est-ce qu'on juge et comment est-ce qu'on valorise son scoring au final. Tout à fait. Et dans mon cas, c'est plutôt mal. D'une part à cause de l'efficacité qui est pas bonne ou juste pile à la moyenne pendant la majorité de cette décennie. Et vraiment, le DeRozan que je préfère, c'est celui de San Antonio. Hein. Mais c'est
il reste ce problème de l'efficacité pas suffisante, principalement parce que c'est un joueur qui fait vraiment son scoring sur du tir à mi-distance et qui est peut-être meilleur que la moyenne des joueurs NBA dans ce domaine-là, mais pas suffisamment intéressant pour que ça vaille le coup. Là où un Kevin Durant, on parlait de Chris Middleton, voire même le DeMar DeRozan récent de 2021-2022 qui est devenu fantastique, mais c'était pas le cas tout le temps sur la décennie d'avant aussi. Oui, c'est ça. En fait, là, j'ai les True Shooting Plus sous les yeux. Donc de la saison 2010-11 à 2019-20, toutes les saisons sont dans le négatif, sauf 4. Sauf 2-3, ouais. Sauf 4. Et dans les 4, il y en a 3 qui sont juste c'est égal à la moyenne ou à peine au-dessus. Il n'y a que la dernière saison à San Antonio où on est sur 107 au True Shooting Plus, où ça commence à avoir une bonne tête, quoi. 107, c'est bien, on est content. Mais avant ça, c'est plutôt du négatif, quoi. Et enfin, c'est pas que moins 1 ou moins 2%, et des fois c'est moins 5% carrément, quoi. Donc c'est un peu problématique, quoi. Enfin, oui, 2 fois c'est moins 5, sinon c'est moins 2, ouais. moins 3. Et donc déjà, c'est un problème, quoi, parce que pourquoi donner la balle à quelqu'un qui score moins que la moyenne, quoi. Et à ces problèmes-là, s'ajoute le fait que c'est un joueur qui est quand même un peu unidimensionnel. Je reste sur l'attaque pour l'instant, mais qui est un peu unidimensionnel. C'est-à-dire que là où un Middleton peut aussi être un bon joueur sans ballon, notamment grâce à son tir à 3 points, c'est pas le cas de DeRozan, qui a pas un bon tir à 3 points. Et même, il y a eu des moments où ils ont un peu essayé, ça a jamais vraiment marché, quoi. Et qui est pas non plus un joueur qui arrive à se créer d'autres moyens que tir à mi-distance. Là où il se rattrape un peu, c'est par rapport au lancer franc, où effectivement il arrive à en créer un volume assez intéressant, ce qui est assez étonnant pour un joueur de mi-distance. C'est heureusement, sinon ce serait vraiment encore plus problématique. Mais l'autre problème qu'il y a aussi avec lui, c'est que c'est pas dans cette année à Toronto, ça va s'améliorer à San Antonio, mais dans cette année à Toronto, c'est pas un passeur, quoi. C'est pas un playmaker, c'est même plutôt du rustre du trou noir, quoi. Du coup, à Toronto, on a un joueur qui, certes, peut mettre beaucoup de points, mais en prenant beaucoup de tirs, avec une efficacité qui est pas bonne, et qui par ailleurs n'a pas d'impact autre, c'est-à-dire qu'il crée pas de spacing, sans ballon il est inintéressant, et il n'est pas non plus quelqu'un qui peut un peu créer pour autrui, quoi. Du coup, on a vraiment une arme unidimensionnelle, pas efficace en attaque, et donc pas intéressante. Peut-être je te laisse un peu. Et il n'y a que à San Antonio, il développe un peu de passes. Là, ça devient déjà un tout petit peu plus intéressant. Et la dernière à San Antonio, où il développe, enfin, son niveau de jeu à mi-distance a pris encore un niveau supplémentaire où là, ça devient. Alors, je reste sur ma fin. Je reste critique d'un jeu offensif orienté sur mi-distance. Mais là, c'est un peu plus acceptable, quoi. Oui, tout à fait, oui. En fait, la difficulté, ou en tout cas ce qu'il faut souligner pour commencer, c'est que non pas faire attention aux biais des morts récentes, mais effectivement développer le fait qu'il y a eu une évolution au cours de la décennie, et notamment sur la fin, où effectivement là, ça a commencé en 2020, et ensuite on est hors de notre exercice, mais 2021-2022, on a un DeRozan plus intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le jeu, notamment des aspects intéressants, mais il y a quand même eu cette évolution qui est notable et qu'il faut dire parce que justement avant cette évolution c'était pas comme ça, on avait un joueur beaucoup moins intéressant, et notamment l'évolution a été sur le drive en fait. Il s'est pas mis à shooter à 3 points, il a toujours pris beaucoup de mi-distance, mais par contre il s'est beaucoup amélioré sur drive. Je crois qu'en 2022, l'an dernier, il était à la deuxième meilleure, plus grande productivité de la ligue sur drive, derrière Antetokounmpo, donc à la fois efficacité au layup et lancer franc. Mais bref, on est hors décennie, mais pour décrire un peu cette évolution qu'il a fait, où c'était seulement à la base un joueur de mi-distance et qui est devenu ensuite sur la fin, notamment de notre décennie, un peu plus orienté sur drive, et ça marchait. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, évident d'efficacité. Tu l'as souligné avec le côté, le coût d'opportunité en fait. C'est le côté, tu donnes beaucoup de ballons, mais finalement le rendement est égal, voire même moins que si tu jouais autrement, et que les 20 tirs que lui prenait, tu t'en donnais 5 à tel role-player du shoot qui est au-dessus de la moyenne, 5 à tel tel meneur, 5 à tel intérieur qui va faire du catch and finish, et au final tu aurais un rendement qui serait meilleur, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à tout le temps saisir, et il y a un peu ce côté
comme dit Ben Taylor, les scoring goggles, tu sais, les lunettes de l'amour, les lunettes du scoring, où le scoring en volume est impressionnant parce qu'il y a la quantité, mais d'un point de vue efficacité, bon, c'était pas très rentable. Donc pas de top sur drive, sauf la fin de décennie, pas de 3 points comme tu l'as dit, donc pas non plus en dehors de quand il avait la balle, en fait il était pas très intéressant malheureusement. Et finalement un jeu entier qui se repose sur du pull-up et notamment sur l'isolation, et il est très fort là-dedans, mais c'était peu rentable, et même sur le côté il est très fort là-dedans. Je nuance aussi en rappelant que oui, il y a des efficacités qui sont excellentes depuis 2-3 ans, donc y compris 2020, la dernière année de notre décennie, mais à part ça, on n'était pas sur le même niveau d'efficacité. Aujourd'hui, on peut dire oui, mais DeRozan, il peut les prendre parce qu'il est absurde, il est au niveau de Kevin Durant. Bon, il n'a pas été au niveau de Kevin Durant pendant 10 ans, quoi. C'est quand même assez important à dire. On est plutôt autour des 40% à mi-distance, ce qui est bien, on va dire, ce qu'est la moyenne, voire même certaines années autour des 35%, ce qui n'est pas top. Donc voilà, faut quand même garder ça en tête, et ça, c'est un peu des détails, comment dire, un peu dans. Le principal étant l'efficacité globale. Là, on fait que disséquer à l'intérieur, mais le principal étant cette efficacité globale qui est pas intéressante, malheureusement. Et par contre, sur le côté peut-être passing, tu as dit le mot trop noir, je pense que c'est un peu sévère peut-être. Je suis d'accord, c'est pas la panacée, mais il y avait quand même. Voilà, il y a des prises à deux, il sait ressortir. Il y a un peu une action simple à faire, il va la faire. Il y a un joueur ouvert, il va lui faire la passe. Voilà, ça va pas plus loin que ça, mais c'est déjà ça, et c'est ce que des vrais trous noirs, genre Shabazz Mohamed, non pas, par exemple. Non, mais là, tu compares à le trou noir, quoi. Oui, mais il y a quand même, trou noir, ça veut dire un truc, quoi. C'est Michael Beasley, Oui, c'est Shabazz je veux bien. Mohamed, c'est... Voilà. Mais oui, alors, du coup, ça peut-être se rajouter sur le côté attaque. Sinon, oui, sur la défense, pas top non plus, non? Ah non, non, enfin, il y a pire, hein, mais surtout pour un joueur aux qualités athlétiques assez bonne, quoi. On parlait de quand il était lycéen et que c'était ça qui avait mis plein les yeux à tout le monde. Bah non, là, du coup, on est déçu. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas une cap, enfin, il est pas un bon défenseur, quoi. Dans un peu tous les registres. Et c'est pas une question de limite physique ou quoi, hein, c'est juste un mélange de manque de science, d'investissement, d'un peu tout, quoi. Alors il y a pire comme défenseur, hein, mais c'est un négatif là aussi, quoi. Oui, je pense qu'on peut même aller au-delà de simplement la valeur neutre. Il y a des fois, et plus de fois que d'autres, c'était même une valeur négative, malheureusement. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que, bon, bref, selon les joueurs, on n'a pas les mêmes standards d'attente. Je trouve que c'est beaucoup moins souligné, par exemple, pour un joueur comme DeRozan que pour un joueur comme Harden, notamment. Mais bon, bref, passons. Mais sur le côté défense on-ball, il n'est pas très bon, et même le côté off-ball, c'est... Ouais, voilà, globalement plutôt négatif. Alors on dresse un portrait finalement qui est pas très joli pour DeRozan, qui pourtant a mis beaucoup de points et a fait des points au scoring, a été All-Star et tout ce que tu veux. Ouais, Jamal Crawford aussi, hein. Jamal Crawford n'a jamais été All-Star, si je dis pas de bêtises, sinon peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, DeRozan a quand même un certain statut. Je me doute que certains auditeurs peuvent être un peu étonnés par notre prise de position peut-être négative. Alors j'avais noté une question que je pensais être piquante et négative, mais finalement, vu ton classement, elle ne l'est pas du tout. Nico, quelle différence entre DeRozan et finalement Rudy Gay, à part peut-être un peu plus de longévité et le fait que lui, il a joué dans des équipes qui gagnaient et pas à Sacramento. Mais quelle différence avec Rudy Gay? Sachant que mon image de Rudy Gay est très très négative, et dans ton podcast, vous l'étiez plus que moi, mais moi je me base vraiment sur des souvenirs, et notamment ça vous l'aviez un peu dit, mais ce côté un peu presque du narratif, mais ça vaut quand même, je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière, où dès qu'il quittait une équipe, l'équipe devenait bonne et l'équipe qui rejoignait devenait nulle, quoi. Ça l'a fait 2-3 fois. Oui, mais alors, attends, excuse-moi, je reformule parce que j'ai fait exprès de prendre Rudy Gay, mais parce qu'il y a les ressemblances de profil, mais à l'inverse, si Toronto se débarrasse de DeMar DeRozan plutôt que de Rudy Gay, est-ce que ça change beaucoup ou pas? Attends, si redis? Parce qu'à un moment donné, ils jouaient ensemble, Rudy Gay et DeMar DeRozan. Et à un moment donné, ils ont fait le choix de dire, bon, on échange Rudy Gay à Sacramento et on garde DeRozan. Est-ce que s'ils avaient fait le choix inverse, ça aurait été vraiment très différent? Non, bon, en plus le DeRozan était
plus jeune il y avait quand même l'espoir d'un potentiel, quoi. Me semble, je sais plus quelle année c'est, mais il y avait, ouais, 2013. il y avait quand même un peu cette idée-là, mais non, non, enfin, pour moi, les deux joueurs comme ça, alors de Rudiger, je parle vraiment que de mémoire, je suis pas allé revérifier des trucs, mais pour moi, non, il n'y a pas de différence. Peut-être même Rudiger est un peu plus intéressant à 3 points, je crois. Oui, Peut-être moins oui, bon oui. défenseur. Mais bon, c'est pas là, on est en train de. Ça se discute. Voilà, donc je pense que peut-être est plus trou noir, enfin plus moins. Rudiger peut-être un Oui. peu moins passe, enfin encore plus comment dire tueur tueur de possession que DeRozan. Lui, pour le coup, tu peux dire trou noir, Ouais, je pense. oui, Lui, oui. oui. Du coup, tu vois, il y a match sur des détails, mais c'est vraiment la bagarre de clochard dans la rue, quoi. Donc, moi, pour moi, alors, on est un peu dans le même registre, on a un peu la même hauteur, quoi. Et alors, effectivement, les 10 années, c'est pas. Et faut quand même reconnaître, on l'a pas trop dit, mais je l'avais dit à l'époque pour Kobe Bryant, il y a quand même une force à reconnaître à cette capacité à mettre des points sur un gros volume, certes pas efficace, mais en soi c'est fort, quoi. Alors, c'est pas positif pour une équipe, c'est pour ça que, comme tu disais, je préfère dispatcher mes tirs à d'autres joueurs, mais c'est quand même une force, et t'as quand même ce côté, quand t'es coincé, DeRozan est le genre de joueur qui peut te sortir d'une situation, faire Oui. prendre. Et ça, c'est une vraie valeur que t'as, parce que ton tir difficile à 5 secondes de la fin face à une grosse défense, bah en vrai, la balle, tu donnes de DeRozan, t'as quand même une chance sur deux de mettre un panier, peut-être un peu moins, mais t'as quand même une chance, t'as quand même ça. Mais tu le donnes à ton joueur de banc, c'est plutôt une chance sur 3, une chance sur 4, quoi. Donc ça a quand même une valeur, ça aussi. Mais Rudiger l'avait aussi. Et du coup, oui, pour moi, DeRozan est peut-être. Et qui a pas le tir à 3 points et à la même hauteur que Rudiger. Non, mais c'était une question un peu provoque, mais on peut aussi répondre que déjà, il y a de la valeur sur un gros volume, et c'est ce qu'a fait DeMar DeRozan pendant une décennie complète. Mais en plus, voilà, peut-être aussi que les équipes étaient bonnes. C'est pas juste qu'il était là dans de bonnes équipes, peut-être que les équipes étaient bonnes aussi de par son fait. Moi, je suis un peu moins chaud sur cette réflexion-là. J'ai cru comprendre que toi aussi. Mais voilà, c'est un profil qui a beaucoup d'imperfections, pour faire l'euphémisme de l'année, mais qui pourtant a une très très bonne image, et on peut le comprendre avec ce côté, le scoring à foison, en gros volume, ça impressionne toujours. Mais ouais, du coup, j'ai pas hâte de le classer, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Et puis, je pense qu'il bénéficie. Alors, c'est tant mieux pour lui, hein, c'est quand même un bon gars et on est content pour lui. Mais il est aussi mis en avant parce qu'il est un de ceux qui garde un peu en vie le tir à mi-distance, quoi. Et ceux qui aiment ce tir-là, et qui en soi est plutôt joli, en plus, c'est vrai qu'il a une. Il est assez beau à voir jouer, hein, DeRozan, sur ce truc-là. Moi, ça m'énerve un peu parce que je dis, vous pourrez faire mieux, mais si on regarde vraiment le côté esthétique de son tir à mi-distance, tout en appui, tout en hésitation, euh, c'est beau. Donc, ceux qui veulent un peu défendre le basket d'avant, un peu le tir à mi-distance qui meurt, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais bon, c'est un peu le discours qu'on entend. Voilà, DeRozan, c'est l'exemple à sortir, quoi. Il bénéficie un peu de ça. Tant mieux pour lui, mais par rapport à ton classement, ça ne doit pas rentrer en compte, quoi. 2100 minutes de playoff, 39e total de la décennie. C'est pas mal, mais c'est pas non plus hyper impressionnant. Et lui, pour le coup, il a aussi des efficacités qui chutent beaucoup, beaucoup en playoff. Contrairement, encore une fois, James Harden est beaucoup accusé de ça, mais c'est quand même pas à ce point. Bref, donc voilà pour le côté minutage en playoff. Attends, ce qui est un problème un peu plus gênant pour lui qui baisse en playoff, parce que justement, et ça c'est ce qu'on dit avec Kobe Bryant, avec d'autres joueurs un peu comme ça, je prends des tirs de compliqués, c'est que normalement en playoff, ça doit pas trop baisser, parce que justement, c'est un peu les mêmes tirs, les mêmes Oui, difficultés. oui. Donc en théorie, ça doit pas baisser. Donc l'un des avantages de ce jeu d'isolation, de je prends un tir difficile, notamment à mi-distance, c'est que normalement ça se transpose plutôt bien en playoff. Là, le fait que ça c'est pas le cas pour DeRozan, C'est un peu dommage, quoi. Ouais, là où il aurait pu prendre un positif, il le ouais. prend T'as pas, même quoi. pas l'avantage de l'inconvénient, quoi. Euh, C'est ça. eh bien, allons-y. Allons-y, classons-le. Toi, tu l'avais troisième de ta cuvée du jour.
Moi, je l'avais quand même premier. Qu'est-ce qu'on en fait, du coup? Bah écoute, tu compares à Rudiger. Je viens de te dire, pour moi, c'était un peu la même sauce. Donc si je suis logique moi-même, je le mettrai là. Après Rudiger, il a plus d'années? Rudiger, 59e sur 70. Oui. Et plus 3 parce qu'on rajoute 3 joueurs, je crois. Ouais. Après, sur les longévités, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître les 10 ans, et la dernière année qui est quand même bien meilleure. Peut-être tu peux un peu le monter. Je sais plus ce qu'il a, Rudiger. Du coup, toi, t'étais au premier degré, là, au niveau du classement, de le mettre à côté de Rudiger. Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr, après, je veux bien discuter, tu vois, je regarde les David Lee, je regarde les Al Jefferson. Purée. Oh, purée, purée. Je l'ai mis trop, alors. Non, non, mais dis ce que t'avais. Alors, peut-être que j'ai été influencé par la vie générale, je sais pas. Non, moi, je l'avais à côté de John Wall, 13e. Ah ouais. Non, mais je t'écoute, Non, mais vas-y. c'est très bizarre parce que dans le fond, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je sais pas. Ou alors j'ai peur des retombées, j'ai peur de. Et pourtant, il me semble que non. Mais je pense que je pénalise beaucoup moins que toi le coût d'opportunité. Euh, je sais pas. Je sais pas, mais on a quand même une décennie pleine. On a quand même. Tu vois, je suis en train de dire le contraire de ce que j'ai dit dans le profil en disant il y a du scoring quand même. Je sais pas. Ouais, Ah non, mais prends un John Wall, bon, ou en dessous si tu veux, prends un Klay Thompson. Klay Thompson, je sais pas ce que t'en penses, mais en termes d'efficacité, il me semble que c'est bien au-dessus. En termes d'impact hors ballon, c'est immensement au-dessus. Défensivement, c'est largement au-dessus. Euh, je sais pas où c'est que DeRozan est au-dessus de Klay Thompson, par exemple, tu vois. bah, ils font pas le même métier quand même. Ils font pas le même métier dans le sens où Klay Thompson, c'est pas un créateur. Thompson, c'est quand même pas un créateur Klay Thompson. C'est vrai. Et ça, je veux bien que je t'entends que tu valorises beaucoup, enfin que moi-même, hein, que la capacité à se créer un panier à partir de rien, ça a beaucoup de valeur. En fait, voilà, je crois que je viens de résoudre le truc, l'énigme. Je suis comme toi, je valorise beaucoup l'efficacité et donc je la pénalise beaucoup lorsqu'elle n'est pas là, mais au sein d'un même groupe, on va dire. C'est-à-dire que par rapport à d'autres créateurs, je vais avoir tendance à beaucoup la pénaliser, mais de là à comparer DeRozan par rapport à, je sais pas, je prends n'importe qui dans le classement, mais bah, du coup je trouve personne, mais par rapport à JJ Redick par exemple ou par rapport à Tyson Chandler, non, quand même, parce il y a quand même beaucoup de responsabilités et c'est un métier de. Il fait la création, quoi. C'est quand même pas pareil, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. D'accord, mais ce moment-là, Joe Johnson, par exemple. Bah après, c'est vrai que tu as dit que tu allais le descendre. J'allais le descendre, mais tu vois, bon, actuellement, il est 26e, quoi. Il est pas 59e. Oui, mais du coup, tu vois, Joe Johnson, pour moi, est beaucoup plus intéressant. Alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas autant d'années. Mais sur ces bonnes années, il est beaucoup plus intéressant que DeRozan, avec plus de défense, plus de playmaking, beaucoup plus de shoot à 3 points, beaucoup plus de gravité par son tir à 3 points. Ouais, mais du coup, dans cette réflexion-là, Carmelo Anthony aussi, du coup, si juste on prend à quel point est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous de la moyenne, sans valoriser le volume, Carmelo aussi, du coup, on le mettrait 50, 50e. On est un peu sur la même problématique, non? Ouais, mais moi, j'étais pas sur le principe de descendre Carmelo Anthony, hein. Oui, mais pas à ce point. Moi, franchement, j'étais quand même pas à ce point. Mais après, si tu valorises la création individuelle, C'est ça, ouais. est-ce qu'il faut pas monter Rudiger, du coup? Ça me fait mal, mais tu vois? Sauf si tu considères que son aspect trou noir, son aspect encore plus mauvais défenseur, vraiment plombe plus encore, quoi, tu vois? Peut-être. Et Montalis, pareil. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, il y a un côté aussi où on dit qu'on mesure ce qui a été et pas seulement de la théorie générale. Bon, il se trouve qu'il a été dans des équipes de Toronto qui avaient aussi besoin de cette création-là, là où peut-être Rudiger un peu moins. Je ne sais pas, peut-être je dis n'importe quoi. Oui, effectivement, c'est vrai que là, du coup, quand tu le formules comme ça, si on met DeRozan dans le top 20 et Rudiger qui est 60e, c'est vrai que ça va pas me plaire, quoi. Je ne sais pas, je sais pas. Bon, pour toi, par exemple, Joe Johnson, tu disais, il y a pas photo, quoi. Ah oui, oui. Alors, juste, on peut discuter sur le nombre d'années. Là, je sais que c'est moi qui l'ai fait, mais je me souviens plus trop ce qu'on a dit. Je sais plus trop quel. Des bonnes années, 5-6, on va dire, des très bonnes années.
Ouais, donc là-dessus, je peux entendre qu'il perd, mais je veux dire, si tu mets en parallèle le fait qu'il soit un meilleur défenseur, un meilleur playmaker, un meilleur shooter à 3 points, quelqu'un qui a un impact hors ballon plus élevé, bah, tu le vois de fait qu'il y a quand même un impact qui, pour moi, les différences du nombre d'années ne sont pas comblées, quoi. Parce qu'en plus, les années supplémentaires qu'a DeRozan, ok, c'est en plus, mais c'est des petits plus, quoi, tu vois. Ouais, c'est un exercice très dur parce que je suis en train d'argumenter contre moi-même, j'ai l'impression. Parce que j'ai envie de te suivre. Et je me dis, mais non, mais quand même, quoi. Ouais, par exemple, si on prend des points de repère de créateurs, bah c'est vrai que je préfère Mike Conley plutôt que DeRozan. Mike Conley est 21e pour l'instant. Tony Parker, il n'y a pas photo non plus, non, je ne sais pas. Je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. Bah sinon, ce qu'on peut faire, solution de facilité, je le mets entre Joe Johnson et DeMarcus Cousins. Et peut-être qu'on bougera le lot en entier. Qu'est-ce que tu en penses de cette solution? Je pense que tu peux le mettre là et que ce sera débattu sur les podcasts suivants et que les autres invités pourront un peu donner un éclairage peut-être un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, que moi, tu connais mon point de vue sur ce genre de joueur-là, je l'ai largement décrit. Peut-être des gens ont d'autres arguments et le côté effectivement création individuelle lui accorde plus de poids. Mais tu vois, je veux bien accorder plus de poids, mais à ce moment-là, t'as beaucoup de joueurs, faut rediscuter. Al Jefferson, c'est aussi de la création individuelle, Monta Ellis, Rudy Gay, et tout ça, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus loin C'est vrai. sur le classement, quoi. Après, il y a le nombre d'années que j'ai pas en tête tous les nombres d'années à compter. Et du coup, Luka Doncic, top 30, quoi, du coup. Sur une saison, il est top 30. Oui. Non, mais oui, on va faire ça. Non pas, c'est pas tant par facilité, mais effectivement, là, je veux pas non plus qu'on tourne en rond pendant 40 minutes. Non, et puis l'avis des autres est intéressant. Je veux dire, c'est pas là qu'on fixe tout définitivement, au Bah, contraire. c'est pour ça, ouais. Voilà. Mettons-le là. Effectivement, on continuera la conversation et on recoupera avec d'autres avis. Mais j'ai bien compris ton point de vue. J'ai le mien aussi, même si j'arrive pas à l'exprimer. Et je suis même pas sûr du mien. Mais ok, faisons ça. Effectivement, ce que tu dis me perturbe un peu parce que du coup, il y aurait plein de noms à rediscuter. C'est génial, on va faire une saga qui va durer 2 ans. Écoute. Mais c'est ce que je disais en tout début des démissions. C'est tellement compliqué parce que techniquement, il faudrait prendre chaque fois faire les duels joueur par joueur pour avoir une idée précise de qui est meilleur que qui. Et comme en plus, souvent, il y a des comparaisons entre des oranges et des pommes et que du coup, bah, ça complique tout. Et que dès que tu décales quelqu'un, bah, ça remet en cause d'autres trucs. C'est pour ça que c'est un exercice un peu impossible qu'on fait là. Du coup, faut pas. C'est pas très grave si ça y va un peu des fois à l'à peu près, parce qu'en fait, le vrai travail rigoureux qui devrait être fait, il te prendrait 10 ans, quoi. Du coup, finissons sur une note légère, un petit quiz. Alors cette fois, c'est pas un kick dans l'effectif, c'est un kick sur le terrain. On a enfin un joueur qui fait des trucs amusants sur le terrain et donc des actions marquantes. Et donc nous sommes le 13 février 2013, justement. C'est un poster dunk sur Timofey Mozgov. Tu ne t'en souviens pas, je me doute. Mais est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui sont sur le terrain pour ce poster de DeRozan sur Timofey Mozgov? Déjà, il faut deviner l'équipe. Mozgov, je sais même plus où il est à ce moment-là. Mozgov est à Denver. Il vient d'arriver à Denver. Enfin, non, depuis 2 ans, il est à Denver. Ouais, donc en plus, c'est le Denver tout compliqué avec. C'est le Denver de transition. 2012-2013, ouais. Je suis très très content. Hein. Du coup, DeRozan, je sais plus si Kyle Lowry est déjà là. Oui, mais pas sur le terrain. Donc DeRozan, ouais. Ed Davis. Non plus, pas sur le terrain. Valanciunas. Exactement, Valanciunas est sur le terrain. Pense à un autre choix de draft de Toronto, très haut choix de draft et également européen. Bah, Bargnani. Exactement, Bargnani. Je l'avais, mais je voulais pas. Je pensais qu'il était déjà parti. Un joueur qu'on a cité tout à l'heure, qui est. Attends, je sais pas, mais c'est Calderon, est-ce qu'il y est pas? Non, mais c'est un joueur qui s'est fait sauter par-dessus par LeBron James sur un alley-oop. Et qui a un père qui est coach à Houston. Bah, John Lucas 3. Exactement. Si, ah ouais. John Lucas III, oui, effectivement. Bref, et donc le 5e joueur des Raptors, c'est un joueur que toi t'aimais bien en plus, c'est un
un role player 3D. Terence Ross. Non, beaucoup plus underground, mais qui a fait du Toronto, qui a fait du Brooklyn ensuite, il me semble, un 3D que t'aimais bien. Je sais pas trop comment te le faire deviner. Il a une vingtaine de trucs que j'aimais bien. Brooklyn, Toronto, ça te parle pas? Ton cerveau a dû éliminer ça. Non, c'était Alan Anderson. Ah oui, mais non, moi j'ai jamais aimé Alan Anderson, moi. T'as jamais aimé Alan Anderson? Ouais, je confonds peut-être alors. Peut-être. Avec Hollis Jefferson, peut-être. Peut-être. Et du coup, côté Denver, est-ce que t'as des gens du côté de Denver? Alors, Mozgov. Ouais. Wilson Chandler. Non, pas sur le terrain. Gallinari. Non, pas sur le terrain. Comment il s'appelle? Kenneth Farid. Non plus. Tu as un bac court avec 2 meneurs. Donc un est facile. Ouais, mais je me mélange un peu les pinceaux là. Ah bah Taylor Lawson. Exactement, Ty Lawson. Et un autre qui était un ultra vétéran qui cette saison-là mettra André Miller. Exactement, André Miller, qui mettra un buzzer beater sur isolation sur la tête de Draymond Green en playoff. C'est pas tout le monde qui peut s'en vanter aujourd'hui. Donc Ty Lawson, André Miller, Timofey Mozgov. On a un joueur drafté sorti de lycée, grosse star athlétique, passé par le Real Madrid et la Slovénie d'ailleurs. Luka Doncic. Non, son pote. Non, c'est Anthony Randolph. Exactement, Anthony Randolph. Et il a joué à la fac. Hein. Ah, il a joué à la fac? Ouais, il a fait 1 an, je crois que c'est LSU, je crois, un truc comme ça. Ah, je confonds avec d'autres alors. Et du coup, le 5e, celui-là, je m'attends pas à ce que tu le trouves. Non, c'est Jordan Hamilton.